Pierre Hubert, vous présentez depuis quelque temps des artistes chinois, après avoir beaucoup travaillé avec des artistes allemands, des artistes américains. Comment effectuez-vous ces changements radicaux pour vous consacrer, par exemple, à ces artistes actuellement? Bon, moi, j'ai toujours considéré que l'art est une aventure. Étant donné que l'art est une aventure, on a vu le développement de l'art depuis que j'ai commencé mon métier de galeriste. Si j'ai commencé par exemple avec les nouveaux expressionnistes allemands à l'époque, c'est que à l'époque c'était l'actualité, parce que je considère que l'art qu'un galeriste fait doit faire partie de l'actualité. Ensuite, très rapidement, j'ai montré la scène américaine, telle que Jeff Koons, Cindy Sherman. Ensuite, je suis parti au Japon, etc. Et j'ai très vite compris que l'art, c'était la mondialisation. Il n'est pas question aujourd'hui que l'art est le monopole d'un seul pays. On ne peut pas dire aujourd'hui que tout se passe aux États-Unis, parce que le marché fort dans les années 80 et 90, c'était l'Amérique. Donc en fait, j'ai beaucoup appris aux États-Unis, et au moment où je suis sorti de la coquille et que j'ai voulu commencer intellectuellement à être complètement indépendant, très vite j'ai compris que l'art, la Terre est une boule. Dans cette boule, il y a des créateurs partout, et en fait, ce qui m'intéressait, c'est d'aller explorer comme un explorateur les pays émergents, parce que aujourd'hui, étant donné que les artistes sont partout, ils sont aussi en Inde, ils sont aussi en Chine, ils sont aussi au Pakistan, en Corée, ils sont en Amérique du Sud, etc. En Afrique aussi. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas d'être titulaire d'une chaire spécifique ou en Asie ou en Amérique du Sud. Ce qui m'intéresse, c'est la mondialisation et de détecter des artistes intéressants qui sont partout dans le monde. Donc, ceci étant, il est clair que l'Asie aujourd'hui est un des plus grands continents du monde. La Chine avait été fermée culturellement au point de vue échange avec les autres pays. Et dès 1993, j'avais été la première fois en Chine, donc c'était vraiment avant le boom de la Chine. Et quand je suis arrivé en Chine, j'ai vu qu'il se faisait des choses. Je n'ai pas pensé forcément que c'était des choses intéressantes, mais en tout cas, je suis arrivé en Chine, j'ai regardé, et je dirais même, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai rencontré des artistes et je n'aimais pas ce que ces artistes faisaient. Et en fait, nous sommes arrivés, moi comme d'autres aujourd'hui qui n'ont pas encore compris l'importance que représente cette population énorme dans ce pays qui s'est ouvert au monde, c'est que je suis arrivé, comme beaucoup de gens, avec l'arrogance occidentale, en pensant que toute l'éducation que j'avais apprise, il n'y avait que ces repères qui étaient justes, alors qu'il y avait des nouvelles repères qui s'ouvraient à moi, et qu'il fallait que je descende un petit peu de mon piédestal pour comprendre que la création, soit chinoise, indienne ou des autres pays, était aussi une création, et qu'il fallait que je m'adapte à leur propre culture. Leur propre culture, en fait, c'est la même chose que la culture américaine. Si vous prenez aujourd'hui les artistes californiens qui sont tellement loués dans le marché de l'art, n'est-ce pas? Je prends le cas de Mike Kelly, de Paul McCarthy, ça fait partie de la culture américaine. Vous ne pouvez pas dire que Ed Rocha n'est pas influencé par la culture californienne. Et nous, avec notre arrogance, quand on regarde les Chinois, qui eux sont influencés par leur propre culture, on dit ça c'est des copieurs de ci, de ça. C'est pas vrai. C'est leur culture, on doit s'adapter à leur culture, et le potentiel est énorme par rapport à l'histoire, puisque vous parlez de la Chine, à l'histoire de la Chine, qui est un berceau de la culture et qui va se développer d'une façon extraordinaire depuis que ces gens sont ouverts au monde. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est la chose qui m'importe le plus, c'est d'avoir la chance d'aller à la découverte, à la rencontre de choses nouvelles qui me permettent d'avoir des nouveaux repères. Est-ce que c'est dans cet esprit-là aussi que vous présentez des artistes qui ne sont pas simplement chinois? Je pense à Rachid Rana qui était iranien, on pense aussi à Keshita Naï et aussi des artistes africains. Comment associer, si vous voulez, l'œil du marchand en même temps de l'amateur d'art et comprendre toutes ces différentes cultures, qu'elles soient africaines ou asiatiques?
Alors je prends par exemple Rachid Rana qui est pakistanais, ou d'autres, je prends Romuald Hazoumeh. Je prends un exemple, ce qui m'intéresse, c'est en fait, quand nous on a montré Jeff Koons dans les années 80, on était pratiquement les premiers à montrer Jeff Koons en Europe, et en tout cas en Suisse. Les gens trouvaient ça très étrange. Aujourd'hui, le monde n'a pas besoin de moi pour montrer Jeff Koons. Quand je montre Rachid Rana, c'était sa première exposition en dehors du Pakistan ou des Indes. Donc c'est une contribution importante pour montrer un travail que les gens ne comprennent pas, puisque je peux dire que plusieurs fois, je prends Subodh Gupta, qu'on était aussi les premiers à montrer, quand on a proposé à la foire de Bâle, dans Art Unlimited, de montrer quelqu'un comme Subodh Gupta, qui aujourd'hui est le numéro 1 des artistes indiens, une star mondiale, que très difficile à montrer, eh bien, dans Art Unlimited, il avait été refusé. En fait, il a été repêché à la fin de toutes les sélections parce que les commissaires de l'exposition, aujourd'hui, restent encore dans leur cocon de ce qu'on nous a appris intellectuellement, de ce qu'est l'art. Alors, moi, personnellement, je ne fais pas de différence entre un artiste américain, un artiste chinois, un artiste pakistanais. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme un explorateur. Un explorateur, il va dans la brousse et tout à coup, il découvre un oiseau qu'il n'a jamais vu, ou il découvre une plante qui est nouvelle. Et en fait, mon domaine est le même. Tout à coup, je vais visiter une école de beaux-arts à Lahore, par exemple. Je découvre, j'ai comme pilote Rachid Rana qui me présente tous ses élèves et je passe 3 jours à voir tout ce que je peux, aller dans les ateliers, dîner avec les artistes, discuter avec les artistes, etc. En fait, c'est vraiment le travail de l'explorateur qui tout à coup dit « Tiens, là, il y a quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie de le ramener. » Je vous donne un exemple tout simple. La dernière expo que nous avons fait, c'est Tanahami. Tanahami, c'est un artiste japonais. Aujourd'hui, le marché n'a pas pris cet artiste en considération. Parce que nous vivons dans le monde dans une situation qui est commerciale, qui est une chose, et artistique, qui est une autre chose. Les premières personnes qui ont été en Asie, c'est des galeristes, par exemple, américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Murakami. Murakami, ils en ont fait une star mondiale, et les Japonais ont été dépendants du marché américain. Si le travail avait été fait très professionnellement, on aurait vu que Tanahami est très important puisqu'il est pratiquement le professeur de M. Murakami. C'est lui qui a porté ce pop art japonais, le premier. Mais étant donné que c'est un monsieur extrêmement introverti, qui ne se met pas en avant, qui n'avait pas de galerie, qui en même temps était rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Playboy et qui faisait un travail artistique plutôt dans l'ombre, donc c'était pas quelqu'un qui savait se profiler. Donc quand moi je suis allé au Japon, j'ai remis un peu à plat tout ça et je me suis rendu compte, tiens, il y a cet artiste formidable qui est là. Et donc je ne pouvais pas occulter cette histoire, et je peux vous donner d'autres exemples de la même chose. Là je vous parle de Tanahami, je peux vous parler de Zarina Hashmi, qui est une artiste indienne qui a 60 ans, que j'ai découvert l'année dernière, et qui maintenant il va être la première artiste indienne qui va faire une exposition personnelle au Guggenheim à New York. Donc en fait, il faut voir ça au départ, pas avec des yeux commerciaux, il faut remettre à plat l'histoire, voir d'où viennent les choses, les essences, et une fois que les essences sont trouvées, il faut s'engager. Et en fait, ça, c'est en fait ma passion, c'est de dire, est-ce que j'ai la possibilité de montrer des choses qui me paraissent essentielles dans l'histoire de l'art, en déconsidérant au départ l'affaire commerciale. Donc c'est un processus de l'Afrique, de tous les pays, de l'Amérique du Sud et partout, parce que des artistes importants, il y en a partout, seulement il faut aller avec une certaine éthique et une certaine connaissance historique pour pouvoir déceler ce qui est important. Et il y a une rétrospective intellectuelle à faire qui est très importante aujourd'hui pour s'engager sur un artiste. Et quelle est l'importance de l'effet de mode? Je prends par exemple avec les Chinois, vous avez été un des premiers à présenter Shenzhen.
à une époque où l'on ne parlait pas tellement des artistes chinois. Il semblerait qu'en Suisse, ce soit depuis la grande exposition à Berne avec le collectionneur, le marchand Ulissik, que véritablement l'intérêt se soit révélé. Oui, alors en fait, en Chine, il faut partager le problème, les choses en deux. D'une part, vous avez une génération d'artistes chinois qui ne vivaient plus en Chine. En fait, il y avait beaucoup de ces artistes chinois qui vivaient à Paris. À Paris, vous aviez un commissaire d'exposition qui s'appelle Hu Hanru, qui lui était un peu le centre intellectuel dans un petit appartement où toutes les informations venaient. Dès que j'ai su ça, j'ai demandé à Hu Hanru de partir avec moi en Chine. C'était dans les années 90. J'ai demandé de lui partir avec moi en Chine, et avec lui, on a fait des conférences en Chine. Et en fait, ces conférences étaient... moi, je parlais de l'art occidental, lui, il parlait des artistes chinois qui vivaient à Paris. Et en fait, lui était vraiment intéressé aux artistes chinois qui vivaient à Paris. Et ça m'a permis à moi de m'approcher des artistes chinois qui vivaient en Chine. Et en fait, tout l'intérêt que c'est porté sur des artistes maintenant qui sont sortis et qui maintenant sont à la mode, parce qu'ils ne l'étaient pas du tout, c'est effectivement, je crois que ce voyage était très important pour les artistes chinois, parce que ça nous a vraiment permis de faire ce point, en fait, entre Chen Zhen, qui n'était pas connu quand on l'a montré, mais qui était un artiste important, mais qui s'est rentré dans la culture occidentale, comme Wang Yongping, par exemple, comme Yang Pengming, qui étaient des artistes qui vivaient à Paris, et ensuite des autres artistes qui sont venus plus tard. Qui seraient des véritables artistes chinois qui ne dépendent plus de notre culture occidentale. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous parlez à la mode, eh bien, la mode fait partie de l'histoire de l'art. On ne peut pas occulter la mode. Si vous faites, parlons de la mode, de la haute couture ou du prêt-à-porter, il y a une mode bien sûr aussi. Pourquoi est-ce que tout à coup, ça doit être différent dans l'art que dans les autres choses? Il y a des milliers de créateurs dans le monde. Dans ces milliers de créateurs, l'histoire retiendra un certain nombre. Et nous, en tant que prospecteurs, on va essayer de déceler le mieux et le plus intéressant de ce que je trouve, c'est mon œil. Je ne demande pas l'avis des autres, c'est mon engagement personnel de dire, voilà, cet artiste m'intéresse, il a une écriture personnel, et je veux le montrer, puis après l'histoire continuera à faire le travail sans moi. Je suis juste là pour mettre les pieds à l'étrier à ce que je pense qui est intéressant par rapport à ma propre connaissance en Chine, par exemple, et ensuite c'est aux autres de prendre le relais. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Donc effectivement, Chen Zhen est un artiste capital, parce qu'il y a ce jeu entre Chen Zhen et Wang Yongping, qui peut être un travail qui peut être un peu parallèle, parce que c'est les mêmes préoccupations, mais quand même, d'abord la Chine, c'était la peinture, les performances, et ensuite les installations que sont venues. Si vous parlez, par exemple, de Ulissik, qui a fait son exposition de Berne, la démarche est tout à fait différente. Ulissik est un monsieur qui est collectionneur, qui vivait en Chine, et qui a tout acheté. Il n'a pas fait de distinction, il n'a pas fait un travail de curator. En fait, il allait dans un atelier, il prenait tout ce qui est d'atelier, il envoyait ça en Suisse, et il a fait ce que j'appelle presque un travail ethnographique d'une photographie de la Chine à un certain moment. Donc c'est très intéressant parce que ça dénote une position réelle de ce qu'était la Chine. Alors il y a du bon et du moins bon, n'est-ce pas? Mais c'est une vraie photographie. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est maintenant d'affiner tout ça, n'est-ce pas? Mon rôle n'est pas plus le rôle de Ulissik. Mon rôle est d'aller à l'essentiel par rapport à mes connaissances intellectuelles et d'essayer d'être le plus éthique possible par rapport à mes connaissances de l'histoire de l'art et de continuer à faire la continuation de ce qu'a fait Ulissik. Alors vous avez créé la foire de Shanghai, donc vous connaissez ce marché chinois. Les collectionneurs asiatiques, et chinois certainement, achetaient auparavant des œuvres occidentales qui étaient, si l'on peut dire, presque garanties. Est-ce que maintenant ces collectionneurs se tournent vers un art chinois, c'est-à-dire est-ce qu'ils soutiennent leur production? Alors, vous me parlez des collectionneurs chinois ou au monde? Chinois. Alors,
Si on parle des collectionneurs chinois, il faut savoir que la mentalité chinoise n'est pas du tout la mentalité occidentale. D'abord, les Chinois, c'est des joueurs, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'en Chine, va se créer dans les 10 prochaines années à peu près 1500 musées. Ces musées vont se construire, mais ces musées n'ont pas l'argent encore pour faire des collections. Les collectionneurs, il faut savoir qu'en parallèle avec le développement de l'économie et de l'industrie chinoise, il y a beaucoup de Chinois aujourd'hui qui gagnent beaucoup d'argent. Et en plus, les Chinois sont des patriotes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se créer des fonds, et ces fonds vont se mettre en relation avec tous ces musées qui se font, et ils seront bien obligés de vouloir montrer que la Chine est un pays important, comme dans tous les autres domaines, n'est-ce pas? Donc, ils commencent naturellement à acheter leurs propres artistes d'abord, et l'éducation, c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire à Shanghai, l'éducation veut qu'on introduit à petite dose aussi de l'art occidental, parce que, pédagogiquement parlant, c'est important pour tout le monde, cette confrontation entre l'Occident et l'Inde, la Chine et tous les pays. Aujourd'hui, personnellement, ma vision a toujours été celle, si je faisais une salle de musée, je trouve qu'il est très important de la cohabitation de toutes les cultures. On ne peut pas, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans la plupart des expositions, de créer seulement des ghettos d'artistes chinois, des ghettos d'artistes indiens. C'est ce que font les gens au début, parce que c'est la même chose. Ils sont attirés par ce hit commercial de dire tiens, on va montrer les Chinois, on va montrer les Indiens, etc. Après on montrera les Russes, après on montrera les Africains, etc. Je considère ça comme un ghetto. En ce qui me concerne, quand j'achète des œuvres, je ne fais pas de discrimination. Naturellement, le marché chinois, vu son potentiel énorme qui devient toujours plus grand, il faut savoir qu'un jour il sera plus important que le marché américain. Il ne faut pas se faire des illusions, parce qu'il y a un potentiel financier énorme dans ces pays, mais je suis aujourd'hui intéressé d'acheter des artistes russes, ce qui serait formidable de faire une salle où on n'a pas besoin de dire tiens, ça c'est un Chinois, ça c'est un Indien. On le reconnaît. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on voit Mike Kenny, on ne peut pas s'imaginer qu'il est chinois. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas qu'un Chinois doit cacher qu'il est chinois? Donc ça, c'est un faux discours, n'est-ce pas? Même quand vous voyez les gens dans la rue en Amérique du Sud, ils sont habillés différemment qu'à Paris, n'est-ce pas? Où il y a quand même un mélange de population. Ou en Suisse, si vous allez à Zermatt ou à Zurich, les Suisses sont habillés autrement. Donc je crois qu'aujourd'hui, on vit cette mondialisation, et cette mondialisation fait... Et ça, c'est l'intérêt de l'art, que l'art est universel. Et en étant universel, on doit pouvoir cohabiter les artistes de tous les pays et ressortir de qualité. D'ailleurs, Picasso, quand il peignait, il était influencé par l'Afrique, par exemple, n'est-ce pas? C'est un des rares qui allait partout et qui avait, bien sûr, c'était Picasso, mais on voyait très bien les influences qu'il avait dans sa peinture. Alors, quand vous parlez de mondialisation, quand Art Basel a voulu ouvrir son antenne à Miami, vous aviez craint que le marché, le pôle, se déplace à Miami au détriment de la Suisse. Maintenant, il y aurait donc ce troisième pôle qui serait en Asie, qui soutient le marché de l'art, donc, et peut reposer sur ces trois principales places en Chine. Alors moi, j'étais un anti-Miami, je le dis. D'ailleurs, j'ai quitté le comité de Bâle, parce que je considérais, peut-être à tort, je pensais pour moi qu'une fois par année, Bâle devait être le meeting point universel où tout le monde venait se rencontrer, voir les nouvelles tendances, voir les codes des artistes, etc. Miami s'est créé, l'esprit de Miami, il faut dire que la foire de Bâle était organisée par des galeristes, que les maisons d'organisation de foires se sont appropriées l'art en créant une industrie. Aujourd'hui, Miami, pour moi, ça n'a rien à voir avec Bâle, l'esprit de Bâle. Aujourd'hui, Miami est devenue une foire extrêmement commerciale. C'est devenu le club méditerranéen de l'art.
le Kleenex de l'art, c'est-à-dire que c'est devenu un social event. Et quand je vais à Bâle, à la foire de Miami aujourd'hui, il y a 20 foires, c'est-à-dire pratiquement pour un collectionneur, il trouve la quantité, mais ne trouve plus la qualité. Je peux dire que moi, pratiquement, j'achète peu à Miami, j'achète encore à Bâle, mais même là, je commence à moins acheter et je retourne dans les galeries, parce qu'en fait, les œuvres importantes, je les trouve plus quand je fais les tournées des galeries dans le monde, où je peux discuter avec le galeriste, j'ai plus ce stress énorme de courir à la première minute dans la foire pour essayer de détecter l'œuvre que je voudrais, etc., qui de toute façon est déjà réservée pour le collectionneur de la galerie. Je reprends l'esprit de la relation entre le galeriste et le collectionneur. C'est comme le curé avec son fidèle, n'est-ce pas? Une relation privilégiée pour essayer d'obtenir les meilleures œuvres. Alors, tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, c'est très difficile parce que c'est la course contre la montre sur le système commercial de l'art. Donc, les artistes produisent plus. En fait, il y a vraiment une inflation. Quand vous voyez les catalogues de vente aujourd'hui, eh bien, il y a 10 ans, vous aviez 2 fois par année ou 3 fois par année quelques catalogues. Aujourd'hui, tous les mois, si vous revenez, si vous avez envie de revenir ici dans à peu près un mois, entre ce qui se passe aujourd'hui et si je vous mets de côté les catalogues de vente de ce mois prochain, vous allez voir sur mon bureau, le bureau complet plein. Donc, j'aurais pu vous faire la même démonstration il y a 10 ans, vous auriez eu 10 catalogues, maintenant vous en aurez 60 ou 70. Donc en fait tout ça, ça a changé. L'art est devenu plus commercial, la production des artistes a augmenté, mais le public a augmenté aussi. Aujourd'hui, il faut savoir que l'histoire de la Chine, elle date de 5 ans, n'est-ce pas, commercialement. Donc il y a 5 ans, d'abord les artistes sont sortis de la Chine, et maintenant, l'industrie chinoise qui s'est développée avec les Jeux Olympiques et tout ce qui va se passer, eh bien, les collectionneurs de Chinois sortent du bois aussi. Ils deviennent des potentiels consommateurs. Tout ça, ça s'est amplifié d'une façon extraordinaire. Je ne dis pas que c'est négatif, je dis simplement que pour le collectionneur, ça devient vraiment très difficile aujourd'hui d'essayer d'avoir des bonnes œuvres. Je prends une exposition comme celle-là, on arrive à avoir 6 tableaux, nous vendons ces 6 tableaux, que je sois là ou pas là. L'important de mon travail, c'est d'être sûr d'avoir 6 bons tableaux de cet artiste. Et j'ai pour ces 6 tableaux à peu près 20 collectionneurs. Donc l'important, c'est d'aller trouver. C'est comme le cuisinier qui a un restaurant. L'important, c'est son marché. C'est de trouver le bon poisson, la bonne crème, les bons produits. Une fois qu'il a les bons produits et qu'il est capable de les traiter, eh bien, il trouvera la bonne clientèle. Nous, c'est la même chose. Notre cuisine, c'est d'aller trouver la bonne marchandise. C'est ça que je veux dire. Mais sur le marché, on entend souvent dire, aussi bien de la part des étudiants que des galeristes, qu'il y a trop d'artistes actuellement. Est-ce que là, cela signifierait que le marché aurait du mal à contrôler cette hyperproduction? Alors moi, je suis un petit peu d'un avis différent. Je trouve qu'il n'y a jamais trop d'artistes. Parce que, en fait, c'est comme si vous me dites aujourd'hui, il y a trop de sportifs, n'est-ce pas? À la finale olympique, ils sont 8. Ils ne sont pas des millions. Je trouve que c'est formidable qu'il y ait des milliers et des milliers de gens qui font de l'art. Après, tous ces gens qui font de l'art, ce n'est pas forcément des artistes. Donc après, il faut des gens qui sont capables de déceler qui est un bon artiste et qui est un mauvais artiste. Plus il y a d'artistes, mieux c'est qu'il y a des gens qui ont le plaisir de faire de l'art, n'est-ce pas? Mais après, c'est à nous d'être des sélectionneurs. Et puis, ceux qui arrivent en finale olympique, c'est ceux qui resteront dans l'histoire. Si vous prenez rétrospectivement l'histoire de l'art, je vous donne un exemple. Si vous prenez les années 60, aux années 60, vous avez le pop art, l'art minimal, l'art conceptuel, vous avez toutes les formes d'art possibles, imaginables, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? À l'époque, vous en aviez des milliers qui faisaient ça. Aujourd'hui, si vous prenez l'art minimal, qu'est-ce qu'il y a? 20 artistes. Si vous prenez le pop art, qu'est-ce qu'il y a? 10-15 artistes. Si vous prenez, je ne sais pas, l'art conceptuel, il en reste 5. Pour dire, je dis des chiffres comme ça. Prenez les impressionnistes.
l'histoire d'avant. Il y avait des milliers de gens qui peignaient de l'impressionniste, il y en a encore aujourd'hui qui le font, n'est-ce pas? Mais combien il en reste, si vous prenez les grands impressionnistes? Après, l'histoire fait ses choix, n'est-ce pas? Donc, surtout, ne jamais refuser à un artiste d'être artiste, tant mieux pour lui. Mais le fait d'être artiste, c'est comme si le fait de faire de la course à pied, ça ne veut pas dire que vous êtes champion olympique, ça ne veut pas dire que vous allez être dans les 10 meilleurs, mais notre rôle, à nous, je dis bien notre rôle de nous comme galeristes marchands, c'est de faire un travail pour garantir au mieux, selon nos connaissances, de faire des bons choix, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis du collectionneur à qui nous vendons des choses, et ce que nous vendons, nous aimerions que le collectionneur soit bien servi, et que ce qu'on lui vend a vraiment la valeur culturelle et ensuite économique de l'engagement et des propositions qu'on lui fasse. Alors nous avons parlé de marché, d'artistes, principalement des États-Unis, d'Europe et de Chine. Vous êtes maintenant résident colombien. Est-ce que vous allez utiliser votre talent de découvreur maintenant pour découvrir les artistes sud-américains dont on parle peu sur la scène internationale? Ah non, c'est fait. C'est déjà fait. J'ai moi-même un appartement à Bogota et on ne collectionne que les artistes sud-américains. Et je peux vous dire que c'est formidable. J'ai découvert maintenant un artiste très intéressant qui travaille dans les années 70, qui est un artiste qui n'est pas du tout commercial. Et j'ai vu par hasard chez quelqu'un une œuvre qu'il a faite dans les années 70 que je trouve aussi importante qu'un Reimann et des choses tout à fait différentes. Et j'essaie depuis 3 mois d'obtenir une œuvre. Je suis en contact avec l'artiste, lui il produit très peu, mais j'ai cherché toutes les galeries, par exemple de Bogota, de voir avec leurs collectionneurs trouver une œuvre de cet artiste qu'il a fait à l'époque. Donc ça m'intéresse de suivre. Il y a des artistes formidables. Je ne dis pas quand même qu'en Colombie, au Brésil, il n'y a pas de bons artistes. C'est impossible. Alors attention, le marché n'est pas le même. C'est vrai, le marché n'est pas le même. Vous achetez une œuvre pour $3 000, ou pour $5 000, n'est-ce pas, ou pour $500, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que l'œuvre n'est pas bonne. Il n'y a pas de marché, mais il y a des artistes. Donc, ma passion, quand je vais à Bogota, c'est d'aller voir les expositions, d'avoir des relations privilégiées avec un marchand, par exemple, et tous les marchands qui sont à Bogota, et quand ils me présentent des choses intéressantes, je suis consommateur, parce que ça fait partie de mon intérêt de l'art. Donc, n'allons pas dire qu'il n'y a rien là-bas. Oui, vous avez raison, il y a des choses formidables aussi là-bas, comme il y en a partout, n'est-ce pas? Et je dois dire que ce voyage à travers l'art est extraordinaire parce que ça nous amène à des endroits invraisemblables et découvrir des gens extraordinaires. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas connus par les autres qu'ils ne doivent pas être connus par moi-même. Donc, je ne fais pas de discrimination de l'art du tout et des gens pas du tout, parce que je considère, pas parce qu'une œuvre que j'ai payée $2 000 dans un artiste que personne ne connaît, qu'elle n'est pas la même qualité de la mettre à côté d'une œuvre de Ankawara qui vaut $500 000, et bien moi, je la prends au même niveau et elle a le même intérêt pour moi.